Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois dédiée à la macro. Pour compléter un petit peu la vidéo précédente qui était un petit peu longue, j'ai coupé la vidéo parce que j'atteignais déjà presque 45 minutes de vidéo et pour moi ça commençait vraiment à être long. Je pense que pour vous aussi, même si vous revenez visionner les vidéos à plusieurs reprises. Ici, au sein de cette nouvelle vidéo, nous allons continuer d'aborder la macro et la macro sur le terrain, comme vous pouvez le voir. Après le générique, continuons d'explorer la macro. Alors avant de commencer, je vais mettre un tout petit coup de projecteur sur un ami photographe que je salue, B-Boy, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets en lien dans les commentaires l'adresse de sa chaîne YouTube et vous verrez une autre adresse parce que B-Boy a créé une petite structure de création de stickers personnalisés et personnalisables. Je me suis laissé tenter parce que mon ami Nicolas m'en a parlé. Il m'a montré un petit peu ce qu'il avait réussi à obtenir et à faire avec cette structure de création de stickers de B-Boy. Et à mon tour, je me suis laissé tenter, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo, j'ai commandé des stickers pour orner un petit peu mes deux trépieds et faire un petit clin d'œil à la chaîne lorsque je tournerai des vidéos avec trépied. J'ai été agréablement surpris lorsque j'ai reçu ces stickers parce que je les trouve quand même relativement solides, même si d'un premier aspect on pourrait se dire qu'ils sont un petit peu fragiles. Pas du tout, je les ai manipulés plusieurs fois parce que je me suis trompé dans le collage de ces stickers et il y en a un, je pensais qu'il tiendrait sur une partie de mon trépied, mais non, le sticker c'était trop long, il a fallu que je découpe. Il a fallu que je rafistole, il a fallu que je bricole quelque chose. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, bah écoutez, ça tient, il n'y a pas de problème, ça colle bien et ça ne se décolle pas malgré les multiples collages, décollages, recollages. Je vous laisse découvrir les stickers de B-Boy. N'hésitez pas à aller consulter son site, n'hésitez pas à commander. Laissez-lui un petit message comme quoi vous venez de ma part, ça fera le petit clin d'œil à la chaîne et je vous en remercie d'avance. D'ailleurs, en parlant de ça et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas les souscriptions. Il y a maintenant un nouveau palier de souscription sur la chaîne. C'est un palier qui s'adresse aux personnes qui veulent un suivi personnalisé de leur progression en photo. J'ai mis ce palier à 50 € puisque ça demande un travail un petit peu supplémentaire par rapport au suivi personnalisé des personnes. Vous pouvez toujours souscrire aux 4 autres paliers inférieurs. Ils sont toujours disponibles. Et je vous invite à le faire pour un petit peu nous rejoindre dans la communauté des souscripteurs et venir assister à nos visioconférences. Ceci dit, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de liker mes vidéos si ça vous plaît, si mon travail vous intéresse et si mon travail répond à vos attentes. Je vous en remercie d'avance et au passage, je salue mes deux petits copains qui systématiquement mettent des unlikes sur mes vidéos. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Un petit coucou à eux et n'oubliez pas, mettez votre dislike parce que quand vous ne le mettez pas, ça m'inquiète et je me demande ce que vous êtes en train de faire. Refermons les parenthèses un petit peu de communication et diverses. Maintenant, parlons de macro. Alors, j'ai eu plusieurs retours sur la vidéo précédente par rapport aux accessoires que je n'utilise pas, par rapport à la méthodologie que j'utilise. Je vous laisse libre cours à votre imagination et à votre utilisation de la macro pour mettre en place votre propre méthodologie de travail. Toutes les informations que je vous donne dans mes tutos, c'est uniquement des conseils et des astuces que je me sers quotidiennement dans mes photos. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas emmené mon grand-père à l'école non plus. Donc, si vous avez d'autres idées, d'autres tutos qui vous parlent de macro et qui vous disent des choses un petit peu différentes de mes vidéos, ce n'est pas grave, c'est normal, chacun a sa méthodologie de travail. Et je respecte la méthodologie de travail de tout un chacun. Encore une fois, et fort heureusement, nous sommes libres de pratiquer la photo comme bon nous semble et comme on l'entend. Petit retour en arrière par rapport aux accessoires. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, et comme vous avez pu vous en rendre compte à maintes reprises, je n'utilise pas d'accessoires supplémentaires pour améliorer la lumière, pour diffuser la lumière et autres. Mais c'est parce que c'est ma méthodologie de travail. Si vous voulez utiliser des accessoires pour vous faciliter la vie dans votre conception de la macro, faites-le. Testez. Encore une fois, il faut tester en permanence, il faut essayer, il faut
continuer d'essayer, il faut tester des choses et il faut vous faire votre propre méthodologie de travail, aussi bien en macro qu'en naturaliste ou qu'en paysage. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ici c'est un terrain de jeu pour la macro idéal. Vous avez des hautes herbes, il y a très peu de vent, il y a beaucoup d'ombre, même si le soleil est encore un petit peu haut et que les papillons sont encore hyper actifs. J'ai eu du mal à photographier tout à l'heure un papillon que je n'ai pas réussi à identifier parce qu'il n'arrête pas de bouger, il s'envole dès que je m'approche, c'est assez désagréable et assez pénible, mais c'est le jeu. Je vous mets deux photos en exemple que j'ai réalisées l'autre soir, il était plus de 21 h, donc vous voyez, il ne faut pas hésiter à faire des macros même quand le soleil tombe sous l'horizon. Ça ne m'empêche pas de sortir faire de la macro. Là, les papillons, les libellules, comme vous pouvez le constater, sont dans une phase un petit peu transitoire et sont assez stables. Ils ne bougent pas, ils sont très calmes, vous pouvez les approcher sans problème. Comme vous pouvez le constater sur ces deux photos, j'ai pu réaliser ce que je voulais, comme je voulais, avec cette libellule et ce papillon. Le papillon est un gazé, et la libellule, je ne suis pas spécialiste des libellules, s'il y a des spécialistes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire, le nom de cette libellule, que ce soit le nom propre ou le nom en latin, peu importe, cela nous permettra d'agrémenter notre culture personnelle. Je vais revenir sur un petit point technique, parce que j'avais commencé de vous en parler sur la vidéo précédente, mais elle devenait trop longue, donc j'ai mis fin à la vidéo précédente, sachant que j'allais faire une deuxième partie. Cette nouvelle astuce, en fait, alors là je m'adresse aux sonistes, mais chez les canonistes, chez les nikonistes et peut-être chez les autres marques, il y aura le même système. Donc reportez-vous au manuel de votre appareil photo pour découvrir. Pour les sonistes ou les utilisateurs d'appareils photo Sony, il s'agit du mode DMF, Direct Manual Focus. C'est un mode d'autofocus qui est bien particulier et qui a son propre mode de fonctionnement. Mais par contre, attention, il a ses avantages et il a ses gros inconvénients. Le premier avantage, c'est que vous disposez de votre autofocus comme tout autofocus en fonctionnement normal. Tant que vous tenez le déclencheur à mi-course, vous avez votre autofocus qui maintient le focus sur le sujet, il va continuer à suivre le sujet normalement. Par contre, dès l'instant où vous allez toucher la bague de mise au point, parce que ce mode vous autorise à toucher la bague de mise au point pour affiner la mise au point comme vous l'entendez, vous débrayez l'autofocus et là, l'autofocus n'est plus activé puisqu'il est débrayé. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, puisque vous n'avez plus d'autofocus, vous n'avez plus de suivi. Donc si votre bestiole ou votre sujet bouge un tout petit peu sous une brise ou parce qu'il a envie de partir, vous n'avez plus d'autofocus et il n'y aura pas de suivi sur votre sujet. Donc attention à cela, c'est un petit peu le gros bémol de ce mode DMF. Mais ce mode DMF, il est très utile pour les débutants, parce qu'il vous permet de faire le focus sur votre sujet rapidement, nous allons dire. Et si votre focus ne vous convient pas, vous pouvez légèrement adapter votre mise au point avec la bague de mise au point et ajuster la mise au point là où vous le voulez, c'est-à-dire, je vous rappelle, sur l'œil de votre sujet et l'œil le plus proche de l'objectif de préférence, ce qui est très utile, encore une fois, pour les débutants, je me répète, mais c'est très important. Alors revenons un petit peu, si vous le voulez, à la composition de ces deux images. Comment j'ai pu réaliser ces deux types de bokeh différents? Tout simplement, dans le cadre de la libellule, je me suis mis en contre-plongée. Ce qui m'a permis, si vous voulez, de dégager l'arrière-plan au niveau de toute végétation. J'avais quasiment, si vous voulez, que le ciel en arrière-plan. Donc ça m'a permis de faire un petit peu ce style minimaliste au niveau de cette libellule et de travailler un petit peu mon bokeh de manière surréaliste. En effectuant une très légère surexposition de la scène, j'ai renforcé les détails de ma libellule, encore une fois, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment de la texture et du détail sur tout le corps de cette libellule. Le ciel en arrière-plan, lui, étant légèrement plus saturé que ma libellule, j'ai donc effacé complètement tous les détails qui pouvaient traîner par là et potentiellement déranger la composition. Mais cette surexposition a été faite de manière judicieuse à ne pas perdre mon sujet qui est la libellule. Attention à cela. Si vous vous rappelez dans d'autres vidéos de macro que j'ai fait, je vous parle de vous mettre en mesure spot. Évidemment, vous aurez lié votre mesure spot au collimateur autofocus actif, ce qui fait que vous allez mesurer la lumière sur le collimateur autofocus ou venir positionner votre collimateur autofocus
sur les appareils photo hybrides modernes, là où vous le souhaitez. Grâce à ceci, vous allez pouvoir calculer l'exposition de votre sujet et de l'œil de votre sujet, ce qui est très important encore une fois. Vis-à-vis du papillon, alors je rappelle que le papillon est un gazé sur une petite marguerite, là j'étais à hauteur de mon sujet. Donc la végétation en arrière-plan, j'ai choisi une ouverture de f4, puisque ma végétation en arrière-plan était suffisamment éloignée pour que j'ai un petit peu un bokeh texturé. Je dois dire qu'à ce niveau-là, mon bokeh a été travaillé de manière un petit peu texturée et un petit peu colorée. Si je m'étais mis à f de 8, donc ouverture maximale de mon objectif, j'aurais complètement flouté mon arrière-plan. J'aurais eu un bokeh certes homogène et uniforme, mais j'aurais perdu en texture et la photo aurait potentiellement été peut-être moins agréable à regarder. Donc vous voyez, quand je vous parle de réfléchir à l'ouverture à utiliser par rapport au bokeh que vous souhaitez, vous comprenez maintenant toute l'importance de ce choix d'ouverture par rapport au bokeh. Parce qu'en macro, le bokeh est quelque chose de très important. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas comment obtenir le bokeh, je vous renvoie à la vidéo qui traite du sujet que j'ai fait en début d'année, où je traite comment mettre en œuvre le bokeh et qu'est-ce que le bokeh. Eh bien, si vous le voulez, dès à présent, nous allons essayer de trouver des sujets à photographier, vous montrer un petit peu les tenants et les aboutissants de la composition en plongée, en contre-plongée, de face, et les différentes ouvertures que vous pouvez avoir sur ces papillons ou sur ces sujets que nous allons trouver. Ici, j'ai trouvé un bourdon, donc nous allons essayer de lui tirer le portrait, s'il veut bien, mais je me suis approché tout doucement avant de tourner la vidéo. Il n'a pas trop bougé, il a l'air d'essayer de se poser peut-être pour la nuit. Nous allons voir si il va nous laisser le prendre en photo de manière un petit peu à vous montrer ce que je peux réussir à faire avec ce genre de situation. Alors évidemment, on s'avance tout doucement. Alors nous sommes bien d'accord que là ma tenue n'est pas vraiment adaptée. Au niveau discrétion, contraste, là c'est aux petits oignons, hein. Donc les réglages, je vous rappelle, là je suis à 200 ISO, f4 et 1/200. Alors je choisis le mode portrait. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette première photo, j'ai donc réussi à obtenir ce genre de bokeh. Je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus uniforme. Alors, je vous rappelle que je me sers de la loupe pour faire la mise au point. Pas de chance, il m'a laissé faire que 2 photos. Donc, je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, les 2 photos en exemple. Essayons de trouver autre chose. J'en profite durant cette recherche de sujet pour revenir sur un point qui me paraît important, parce que en cherchant un sujet, je me suis rappelé que je vous avais parlé des heures à privilégier. Donc là, c'est tout à fait judicieux de vous en parler, puisque nous sommes donc bientôt au coucher du soleil. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était une heure à privilégier avec le matin de bonne heure. L'avantage en ce qui concerne la période du matin, c'est que vous aurez beaucoup plus d'amplitude de travail que la période du soir. Puisqu'au lever du jour et donc l'arrivée du soleil, la fraîcheur de la nuit étant tombée, les animaux et donc les insectes sont beaucoup moins enclins à bouger et à se sauver dans cette période-là que plus dans la période dans laquelle nous nous trouvons au coucher du soleil. Et je vous rappelle que le matin, vous allez pouvoir bénéficier potentiellement de brume, potentiellement de rosée. Et vu qu'il y a brume et rosée, la nature se sera gorgée d'eau, la végétation se sera gorgée d'eau toute la nuit. Et vous aurez des tons beaucoup plus gais à prendre en photo que sur une période un peu plus sèche, et notamment en fin de journée lorsqu'il a fait très chaud et très sec dans la journée. Après, je dirais que le choix de la période de travail photographique pour la macro dépend du résultat que vous en attendez. Si vous voulez des ambiances beaucoup plus humides, le matin est à préférer. Si vous voulez des ambiances beaucoup plus sèches, beaucoup plus dynamiques, le soir est à préférer. Encore une fois, c'est vous qui choisissez l'ambiance photographique que vous voulez au résultat final sur vos photos. Alors ici, vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais j'ai mon premier mélité du plantain de l'année. Je pense que c'est un mélité de cette année. Je vais donc essayer de le prendre en photo.
il est sur le qui-vive, il est prêt à s'envoler. Il ouvre les ailes. Là, c'est le signe typique qu'il ne faut pas trop que je l'énerve, sinon il s'en va. Quand même essayer de faire quelque chose. Donc je vérifie bien que je suis à F4. Il me laisse l'approcher quand même. F4, première photo. F2.8. Alors maintenant, je vais essayer de changer un petit peu ma composition, de manière à vous montrer un petit peu l'impact que c'est là en fonction de la position que l'on prend. Je viens de faire plusieurs photos, évidemment je vous mets les meilleures pour illustrer mes propos. Et vous avez vu qu'en fonction, si je suis au niveau de mon sujet, j'obtiens un certain bokeh. Et si je me place en contre-plongée, j'obtiens un autre style de bokeh. Donc là, vous voyez, gros inconvénient d'être à la tombée de la nuit. Maintenant, le soleil est presque couché, c'est que la lumière va cruellement manquer et potentiellement, je vais avoir tendance à vouloir monter dans les ISO pour récupérer la lumière. Donc, ce que je vais faire personnellement, je vais prendre un gros risque, je vais ralentir mes prises de vue, tomber en dessous du centième de seconde pour gagner de la lumière et continuer de pouvoir faire des photos sans monter au-delà. Là, je suis à 400 ISO à peu près. Je vais rester dans cette plage que je m'impose et que je vous ai dit dans la dernière vidéo pour garder le plus fin détail possible et la meilleure texture possible. Vu qu'il n'a pas l'air d'être très farouche et qu'il nous a laissé l'approcher, je vais essayer de faire d'autres photos d'un peu plus près. Alors vous voyez, hein, le style d'approche est quand même assez doux. Je ne fais pas trop de mouvements brusques. J'essaye tout du moins de ne pas le brusquer. Et là, je suis tombé à 1/80e de seconde. Donc inutile de vous dire que le moindre faux pas, je le paye cash. Et en ouverture, je suis à 5,6. Donc j'ai une profondeur de champ assez judicieuse. J'oublie pas de me servir de ma loupe pour faire la mise au point. Je vais continuer d'essayer de m'approcher. Là, je vais bien rester à 5,6. Et je vais venir vraiment au plus près qu'il va me laisser faire. Alors, j'ai une tache blanche qui apparaît, donc je rehausse légèrement ma prise de vue, parce que la tache blanche n'est autre que le ciel en arrière-plan. Faites attention à cela dans vos photos. Donc, je vous rappelle que nous sommes en numérique. Et donc là, il ne faut pas chercher à économiser les prises de vue. Le papillon est assez docile, parce que la fraîcheur commence à tomber. Il s'est posé pour la nuit. Je pense que si je reviens demain matin au lever du jour, il sera ici. Et potentiellement avec plus ou moins de rosée. Mais bon, vu le temps qu'ils annoncent, des orages, de la pluie, voire de la grêle, je pense pas qu'il va rester ici bien longtemps. Ah là, le vent se lève. C'est une catastrophe, je ne peux plus rien faire. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Nous sommes venus à la tombée du jour, limite à la nuit pour faire quelques photos. Vous avez vu un petit peu ce que j'ai réussi à obtenir au travers des images que vous avez vues en exemple. Ce que je vous propose dans la deuxième partie de cette vidéo, c'est d'essayer de se lever un matin. Et j'espère que d'ici à quelques jours, le temps sera beaucoup plus clément et que nous pourrons nous lever un matin sans risque de prendre un orage sur le coin du nez. Avant de nous quitter, pour les sceptiques, je vais vous mettre des photos avec des ISO plus ou moins importants et variés. Première photo, 400 ISO, c'est la valeur maximale que je m'autorise. La deuxième photo sera à 800 ISO, la troisième à 1600 ISO et la quatrième à 3200 ISO. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de la différence, sachant que sous Lightroom, je ne ferai aucun post-traitement par rapport au bruit numérique et au bruit chromatique.
Je compte donc sur vous pour me laisser votre ressenti et ce que vous pensez de ces 3 images et de la différence que vous observez entre elles.